Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Simone Lafleuriel Zakri, soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, historienne également, passionnée par les sciences arabes. Nous le verrons. Vous êtes l'auteur de L'Herboriste andalou, roman historique qui paraît aux éditions Éric Bonnier. Avec nous également Karim Akouche de retour dans Maghreb Orient Express. Soyez le bienvenu également. Vous êtes écrivain, chroniqueur aussi pour la presse et vous publiez Allah au pays des enfants perdus aux éditions Écriture. Vous vivez au Québec, au Canada où on l'a vu, il y a une mobilisation aussi dans la province francophone pour le mouvement algérien. Avant de vous donner la parole à tous les deux, connexion Alger justement. Connexion Alger avec Reda Menassel, citoyen reporter pour les Haut-Parleurs, la chaîne des jeunes francophones sur YouTube. Il a rencontré Ilyes Chaïb, qui est musicien, manifestant d'abord contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, puis désormais, puisque le président sortant a démissionné en début de semaine, contre ce qu'on appelle en Algérie le système reportage. Ce que j'aimerais dire à ce pouvoir qui est en place, à part le fait qu'on veut qu'il sorte, c'est laissez-nous nous exprimer, laissez-nous parler, laissez-nous sortir, laissez-nous montrer qu'on a du potentiel, laissez ce potentiel éclore. Alors moi c'est Ilyes Chaïb, j'ai 22 ans, je suis un jeune Algérien, un jeune musicien. On essaie avec un groupe d'amis de faire bouger les choses comme on peut et de créer un petit peu un éveil culturel, principalement en Algérie. J'ai un seul mot à dire, c'était magnifique. J'étais extrêmement ému. Après 20 ans de pouvoir, voir un peuple s'unifier comme ça encore une fois, comme ça s'est passé en 88 et comme ça s'est passé en 62 après l'indépendance, le fait de revoir ça, ça donne vraiment un espoir très puissant. Moi, pendant les manifestations, personnellement, je suis sorti pour crier, pour ne pas être absent aussi plus tard. Cette jeunesse a fait partie du changement en Algérie. Le fait de voir une union comme ça de la part du peuple, c'est juste magnifique. J'ai remarqué que certains manifestants faisaient le boulot des policiers. Donc ils évitaient les débordements. Il y a eu énormément de gens qui ont essayé de faire bouger les choses de manière un petit peu violente. Et on a vu tout de suite les manifestants se retourner contre eux, les empêcher de bouger. Le peuple était lui-même le policier. Mais après, par rapport aux policiers, on a vu qu'il y avait parfois certains abus. Mais on ne sait jamais si ça vient du peuple ou si ça vient d'eux. On a vu aussi un mouvement qui a fait en sorte que ces derniers se sentent plus à l'aise et qui se sentent vraiment partie intégrante du peuple. J'ai vu des policiers pleurer de mes propres yeux, je ne sais pas si c'était lacrymo ou si c'était des émotions. On essaie de faire changer les choses, on essaie d'organiser des concerts, on essaie d'organiser des débats, des projections de films pour que les jeunes déjà aient un endroit où sortir, qu'ils puissent voir un petit peu la vie, qu'ils ne soient pas cloîtrés à la maison et puis qu'ils aient un message d'espoir, qu'ils puissent voir que l'Algérie a encore du potentiel à donner, a encore beaucoup de choses à donner. Moi, je tiens à dire que je suis un petit peu triplement touché par ce système. De 1, parce que je suis citoyen algérien comme les 40 autres millions de citoyens. De 2, je suis musicien. Et de 3, j'ai principalement activé dans le métal dans ma vie, qui est un style de musique qui est extrêmement controversé en Algérie. On en a marre de rester à la maison, de ne pas trouver quoi faire. Laissez-nous parler, laissez-nous nous exprimer, laissez-nous jouer de la musique, s'il vous plaît. Voilà, reportage signé Reda Menassel, Karim Akouche. En fait, ce musicien, Ilyes Chaïb, ça pourrait être un personnage de votre roman. Il y a un musicien d'ailleurs dans votre roman. Exactement, le personnage central, c'est Aouaoui. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais le paraphraser. Allez. C'est lui qui commence, il dit la chose suivante. Fuir est une nécessité, mon ami. Nous n'avons les pieds que pour errer et les mains que porter nos valises. Nous ne sommes ni lâches ni braves. Ce pays grand par son histoire, mais tristement petit par sa mémoire. Il cherche sa voie,
Il risque de mettre des siècles à la trouver. Il n'a pas besoin de nous pour se construire. Ce pays nous a reniés, qu'on l'oublie. Son ami lui répond, la faute n'incombe pas ce pauvre pays, mais à ses dirigeants, baignant dans le pétrole, et s'amusent à pisser sur le peuple. Et à la fin, il lui dit, ils nous ont empêchés de rêver. Et son ami lui répond, nous les empêcherons de dormir. Avec quoi? La plus belle des revanches, c'est la réussite. Toi, tu décrocheras le disque d'or, moi, je révolutionnerai les énergies vertes. Donc, ce personnage... On a le sentiment que le rêve est de retour quand même et qu'au fond, beaucoup de celles et ceux qui n'avaient que pour destin de quitter le pays, parfois leurs risques et périls d'ailleurs, aujourd'hui se prennent à rêver à nouveau d'une Algérie nouvelle. Oui, il y a l'espoir. Mais il ne faut pas que cet espoir soit déconnecté de la réalité également. Donc il ne faut pas qu'il devienne de l'espérance, c'est-à-dire l'exagération de l'espoir. Parce que le désenchantement est très dangereux. Et si on est désillusionné par des rêves qu'on ne peut pas réaliser, c'est très difficile à remonter la pente. Mais je salue sincèrement le combat de ces jeunes et je les soutiens de tout mon cœur. Simone Lafleuriel-Zackry, toute proportion gardée, est-ce que vous voyez, feriez un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui en Algérie? Est-ce que vous avez connu, vous, lorsque vous étiez en Syrie, jusqu'au fin 2011 d'ailleurs, hein, le soulèvement populaire en Syrie était d'abord pacifique, il a commencé au mois de mars 2011. Vous comparez les deux situations? Non, j'ai pas envie du tout de comparer parce que l'histoire est différente, le passé est différent, mais je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Algérie parce que d'abord j'ai beaucoup d'amies algériennes que je trouve très combatives, très pas féministes, non, mais qui se battent toujours. Et en plus, ce qui m'étonne, c'est la grande jeunesse de ce peuple. Ouais. Et aussi sa maturité. Finalement, là, ils nous ont donné une leçon pour cette manifestation qui était très émouvante et passionnante en même temps. Et comment on les voit prendre en marche ce mouvement. Et en plus, on ne peut que trouver qu'ils ont raison. Un pays jeune ne peut pas avoir un dirigeant aussi âgé et qui a un passé... Et qui a été diminué, en tout cas. Ouais. Mais vraiment, le problème, c'est la désillusion. Et le problème aussi de toute cette région et de toutes les régions de la Méditerranée, c'est qu'elles ont toujours été sous contrôle depuis toujours. Depuis presque l'origine. Eh bien justement, puisque vous parlez du temps qui passe, on va remonter le temps, 13e siècle, octobre 1248, un certain Ibn Baytar, herboriste, très réputé, décide de partir du Caire pour aller à Damas. Peut-être d'abord quelques mots pour nous brosser le portrait de cet homme. Qui est-il? Alors d'abord, c'est un Andalou. Il vient de Malaga et comme beaucoup d'Andalous à cette époque, ils vivent des épisodes très complexes dans leur vie. Ça va être bientôt la reconquête, les villes sont plus de reprises et tous ces savants décident de partir dans les lieux de culture qui sont le Caire, Damas et en général tout le Moyen-Orient. Ils partent souvent poussés en exil. Et on voit combien de ces savants sont des exilés. Et Ibn Baytar, c'est un exilé, mais c'est aussi un exilé qui va vers la science et vers la culture pour voir comment ça se passe dans les autres pays. Et on voit qu'il part jeune, il a 20 ans. Et au fait, il part en 1220, certainement. Et ils partent non pas pour pèlerinage, comme beaucoup faisaient à l'époque, ils partent pour aller rencontrer d'autres connaisseurs de ce monde. Alors justement, il y a le neveu de Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie, qui est malade, qui est inquiet. C'est quoi le contexte? C'est les Mongols qui dévastent Bagdad? C'est l'Occident aussi qui lance la 9e croisade? Non, il part parce que c'est les sultans ayyoubides qui recevaient beaucoup tous les savants qui arrivaient de partout. Et ils partent parce qu'ils savent qu'ils seront bien accueillis au Caire. Ibn Baytar devient tout de suite médecin des herboristes dans les hôpitaux du Caire et il va aller aussi à Damas. En fait, on sait, il est résident au Caire. Mais on voit qu'il va commencer à parcourir tout l'Orient. Et pratiquement, on le voit, on ne sait pas exactement jusqu'où il est allé. Certains disent qu'il est allé presque jusqu'en Inde. Non.
À mon avis, il est allé beaucoup le plus loin en Arabie. Ouais. Mais au fait, il partait pas tout seul. Il partait avec d'autres pèlerins et des pèlerins qui étaient de toutes sortes. D'ailleurs, mon histoire, j'essaye de la remettre dans ce contexte géopolitique avec énormément de voyageurs. Et d'ailleurs, à Damas, il veut surtout confier à une certaine Seti Asifa, connue sous le nom de la botaniste de Damas, le traité des simples et des aliments auquel il travaille depuis longtemps, depuis 40 ans. C'est la suite d'ailleurs de la botaniste de Damas que vous aviez déjà écrit aux éditions Éric Bonnier. Oui, alors la botaniste, ça c'est un peu... j'ai voulu remettre ce voyage de tous ces savants dans leur contexte aussi de la société. Ouais. Et plus que l'Égypte et plus que l'Irak, où il va aussi, c'est à Damas où ils étaient le mieux reçus. D'ailleurs, à Damas, il y avait des grandes communautés de Maghrébins et aussi de toutes sortes de gens qui arrivaient et qui discutaient beaucoup. Et au fait, Ibn Bettar, il arrive à Damas quand il y a déjà Ibn Arabi qui habite là et qui est reçu par des familles. Ils sont reçus par des familles. C'est pour ça que c'était difficile d'imaginer comment poser Ibn Bettar, ce savant pharmacologue, botaniste, dans ce contexte. Karim Akouche, une réaction peut-être, c'était l'époque de l'Andalouse, la grande Andalousie, le savoir, les sciences arabes, c'était l'âge d'or. L'âge d'or, oui, certainement. Après, il y a l'échange entre l'Occident et l'Orient. Moi, j'ai une pensée, je dirais, réflexion philosophique. Ce qui manque au cœur, c'est la raison. Ce qui manque à la raison, c'est le cœur. Je crois qu'il faudrait qu'on bâtisse des ponts entre l'Orient et l'Occident, mais également entre l'Afrique et l'Occident également. L'Algérie, quand on parle d'Algérie, on a tendance à le rattacher beaucoup plus à l'Orient, alors que c'est une terre méditerranéenne également, et africaine. Donc il faudrait qu'on réafricanise l'Algérie et qu'on crée ce monde-là multiculturel et fraternel. Alors dans votre roman Karim Akouche, vous racontez donc l'histoire de Ahwawi, vous en avez parlé, l'étoile montante de la chanson kabyle. Il y a aussi son complice Zar qui est étudiant en sciences, puisqu'on parle également des sciences aujourd'hui avec Simone Lafleuriel-Zachry. Ils ont plein de projets en tête, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas en Algérie depuis l'indépendance au fond ? À vrai dire, il n'y a pas eu vraiment d'État, sincèrement. C'est un non-État qu'on a créé depuis 1962, parce qu'on a chassé les véritables révolutionnaires. D'ailleurs, Bouteflika s'est réfugié au Maroc, la frontière marocaine, et il a attendu l'indépendance, il rentre avec son clan, le clan qu'on appelle Oujda, et pour confisquer aux véritables révolutionnaires l'indépendance et au peuple. Et du coup, on a créé un État artificiel, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, le premier discours de Ben Bella, il a dit « Nous sommes des Arabes et des Arabes ». Donc, il a nié l'identité des Berbères, les autochtones de l'Afrique du Nord. Et je crois que la déchirure a commencé par là. Et on a arrosé les fondations de l'Algérie avec du sang. Il ne faut pas oublier, il y a eu la guerre du FFS en 1963, il y a eu plus de 500 morts. D'ailleurs, on les a oubliés. Après, il y a ce règne de cette, je dirais, de cette hydre à deux têtes. D'un côté, les militaires, la junte militaire, donc une tête coiffée d'un képi, et de l'autre, la chachia, donc les islamistes, pour faire simple. Donc, c'est cette idéologie que ces jeunes-là, que les Algériens doivent que beaucoup combattre. Veulent fuir, mais pas tous. Hein. Le berger, lui, il y a bien longtemps, dans votre livre, qu'il a cessé de rêver. Pourquoi ne veut-il pas partir, lui ? Lui, c'est un patriote, un véritable patriote. Donc, pour lui, son père s'est battu contre la France. Donc, pourquoi aller... il s'appelle Zoff, hein ? Il s'appelle Zoff, donc, ouais, c'est ça. Et les deux autres, alors, du coup, ils vont vouloir partir et ils vont devoir s'inventer une identité qui n'est pas la leur. Il y en a un qui va se dire bouddhiste, aspirant au bouddhisme, par exemple, pour partir. Mais c'est un roman théâtre, hein. Vraiment, il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, on l'a vu dans les manifs. La plupart des jeunes utilisent l'humour, des slogans vraiment humoristiques. Mon livre parle de ça. Donc, les deux personnages, Ahwawi, c'est un musicien, un chanteur, et avec son ami, le chercheur, un étudiant, ils vont contacter un Algérois qui s'appelle Caporal. Donc, c'est un passeur perfide et déroutant, il va les aider à partir, mais ils vont les faire intercepter. Et lorsqu'ils vont revenir, ils vont les juger à Alger, et qui va les juger?
c'est le fameux passeur qui est le procureur général. Donc ça démontre donc le système, la corruption, la bureaucratie, etc. Donc d'ailleurs, il y avait un projet de mise en scène à Montréal de ce roman. Donc, tiens, vous parlez de Montréal, justement, quelques mots sur la mobilisation. Elle continue, on a vu beaucoup de manifestations, notamment les dimanches, ces dernières semaines. Vous la sentez, cette mobilisation? Oui, ils sont déterminés un peu partout. Après, ce qui est intéressant, et nous devons quitter également l'hyperlérisme, le romantisme dans cette révolution. Il faut faire non seulement une révolution romantique, mais également politique, idéologique, avec des objectifs, mais également culturelle et philosophique. Et au-delà de ça, une révolution des mentalités. Tout à l'heure, on parlait des femmes. On ne peut pas bâtir un pays avec seulement la moitié du peuple. Donc, il faut abolir le code de la famille. Autre chose, il ne faut pas qu'il y ait cette guerre linguistique en Algérie. Donc, il faut trouver un équilibre entre les langues. Moi, je suis pour une Algérie plurielle, fédérale et également laïque. Parce que l'Algérie, c'est une mosaïque de nations et de peuples et de cultures. C'est ça qui fait la richesse de l'Algérie. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de votre roman, L'herboriste andalou, Simone Lafleuriel-Zachry, on voyage dans le temps. D'où vous vient cette passion pour le Moyen-Orient et notamment la Syrie, où vous avez enseigné d'ailleurs? Oui, oui, justement. Et au fait, je voulais revenir sur le mot de passeur. Au fait, tous ces savants sont des passeurs, comme les musiciens, etc. Et ils n'ont pas de frontières. En fait, dans mon ouvrage, à propos de l'Afrique, dans la botaniste de Damas, on voit arriver un ambassadeur du pays du Kanem. C'est parce qu'on ne parle jamais des relations qui allaient du Maghreb par l'Afrique jusqu'au Caire et puis partout. On a donc une histoire de passeurs. Alors, ma passion, elle vient justement du fait qu'il y a tous ces savants, tous ces... savants, c'était pas seulement, il y a aussi ces commerçants, ces poètes, ces chanteurs, ces musiciens, ces écrivains. Enfin, on a tout le monde qui vont d'un endroit à l'autre. À l'époque, ils y allaient facilement parce que dans cet empire musulman, la langue était la langue de passage, c'était l'arabe. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'ils pouvaient communiquer entre eux. Et moi, quand je suis arrivée en Syrie, je me suis rendu compte que c'était un pays, justement, multiconfessionnel, il y a tout est en Syrie. Et au fait, on a toute l'histoire et toute la géographie en Syrie. C'est ça qui vous fascine. Et c'est ça qui m'a fascinée. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, à travers vos romans? C'est au fond, vous arrivez bien à saisir en fait cette friction qui existait. Existe-t-elle encore, d'ailleurs, je vous le demande, entre le savoir, la science, la culture et la violence? Alors, malheureusement, il y a toujours le savoir, il y a toujours la culture, et puis, malheureusement, il y a toujours la guerre, et la guerre qui ne vient pas souvent de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur. En Syrie, la Syrie, c'est un pays, comme tout le Moyen-Orient, qui a toujours été traversé par tous les conflits. Ouais. Et moi, je me dis souvent que la guerre, elle revient depuis le jour où les gens ont trouvé un premier silex pour attaquer l'autre. Ouais. Aujourd'hui, vous parlez des djihadistes aussi, aujourd'hui, quand vous dites la guerre qui vient de l'extérieur? Elle vient en partie de l'extérieur. Il n'y a pas de choses qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur, ou que de l'intérieur ou que de l'extérieur. C'est un mélange. C'est une sorte de guerre qui éclate, mais qui trouve aussi son terreau à l'intérieur. Ouais. C'est très compliqué. Et alors, pour la Syrie, c'est un pays tellement complexe, tellement complexe. Aujourd'hui, les armes se sont tues officiellement, Daesh est vaincu. Quel regard portez-vous sur la situation? Elle n'est pas vaincue. Moi, à mon avis, elle n'est pas vaincue. D'ailleurs, à côté d'Alep, à 60 km d'Alep, au nord, vous avez encore un califat. Un califat islamique dans la région d'Adleb qui va justement Edleb, Saraeb, jusqu'à la frontière turque. Et de l'autre côté, vous avez encore beaucoup de ces djihadistes qui sont en train de se regrouper. Ils se regroupent dans ce qu'on appelle le sud-est de la Jésirée, de la Badia. Et je pense qu'il y en a encore en Irak, parce que l'Irak a aussi été très impliqué dans cette affaire. Certains en Syrie disent aussi que les idées sont restées, que le califat, il existe encore dans les têtes, dans les mentalités. Karim Akouche, il faut du temps pour qu'un pays comme celui-ci s'apaise. Rappelons, encore une fois, que comparaison n'est pas raison, mais que l'Algérie a connu aussi une décennie noire terrible. Oui, c'est pour ça le système est complexe.
Le système, donc, il existe dans les arcanes du pouvoir, le système. Dans les casernes, les militaires, c'est le système. D'ailleurs, Gaïd Salah, il fait partie du système. On le présente comme le sauveur. Le chef d'état-major. Exactement. Alors que... Pour vous, c'est pas un sauveur? Oui, il a fait quelque chose déjà ici, sauver la face. Il essaye, en tout cas, de se sauver la face. Mais il faudrait qu'il remette au plus vite les clés du navire au peuple. Et donc, il faut organiser une constituante. Il faut que les gens débattent entre eux. Il faut que les gens pratiquent la démocratie. Et vous, que pensez-vous des 3B? Désormais, c'est plus Bouteflika qui est dans la ligne de mire, mais les 3B, il faut ajouter... Premier ministre notamment, président de l'équivalent du Sénat. Oui, certainement, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également la grande muette, qui est devenue, par les temps qui courent, la grande bavarde. Il faut qu'elle se taise, qu'elle rende les clés au peuple. Et qu'on change complètement ce système. Et en même temps, au-delà de ce système, il faut qu'on aille très très loin. C'est-à-dire qu'on établisse des lois universelles. Ou par exemple, il y a une question tabou en Algérie, parce que la démocratie est sélective en Algérie. Tout à l'heure, je parlais des femmes, mais également il y a l'islam. Il faut séparer l'État de l'islam. Il y a la collusion, donc c'est un problème. Officiellement, c'est le cas, non, dans la Constitution. C'est le cas, exactement. Donc, mais ce qui est aussi inquiétant d'une certaine manière pour l'Algérie, c'est que si on compare à la Tunisie lors du départ de Ben Ali, c'est qu'en Tunisie, quoi qu'on pense, il y avait un État fort. Là, vous l'avez dit, depuis 1962, il n'y a pas eu la véritable constitution d'un État avec des structures dignes de ce nom. On a affaire à un système plutôt clanique. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui en Algérie. Comment on fait? On ne voit pas de parti d'opposition digne de ce nom, crédible, qui pourrait émerger non plus. Oui, c'est la jeunesse. Parce que si on fait des élections demain, avec qui? C'est ça qui est terrible. J'aimerais peut-être revenir à l'histoire, parce que quand j'écris des chroniques, même mes livres, il y a des sujets très graves que j'aborde. Mais l'espoir est partout dans ce que j'écris. Lorsque j'étais petit, pour revenir à mon enfance, j'ai trouvé une luciole. Et cette luciole m'a intrigué. Je l'ai mise dans une boîte. Donc le lendemain, je l'ai découverte morte. J'étais déçu. Mais lorsque j'étais à Montréal, il n'y a pas si longtemps, ce souvenir, cette histoire de luciole m'est revenu. Donc, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, il y aura toujours une luciole cachée quelque part pour nous montrer le chemin à suivre et voilà, les lumières quelque part. Donc, je suis un homme de l'espoir. Un homme de l'espoir. Mais un réaliste parce que je suis ingénieur. Pragmatique, l'ingénieur et la science qui revient. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Et on commence avec vous, Simone Lafleuriel-Zachry. Vous avez choisi un certain Nelson Mandela. Pourquoi? Oui, parce que moi, j'estime que c'est vraiment le grand homme de notre histoire. Et quand je réfléchis, je n'en vois pas d'autres. Bon, vous savez que Mandela était très inspiré par Gandhi. Ouais. Il a donc beaucoup réfléchi aux relations de l'humain avec l'autre, avec l'humain. Et pour lui, les grandes qualités, eh ben, c'est les qualités qu'on doit rechercher. J'aime bien sa photo. Et il était toujours souriant. Et quand je l'ai vu à l'UNESCO, il a reçu le prix Houphouët-Boigny, on voyait cet homme qui sortait de tant d'années de prison, dans des conditions tellement difficiles, essayer de sympathiser avec de Klerk. Et au fait, pourquoi il a dit on ne doit pas s'opposer, on doit toujours chercher la solidarité, l'humain, le pardon, mais aussi aller vers l'autre. Il donne beaucoup d'importance à l'autre et du multiracial. Pour lui, une société ne peut être que multiraciale, elle doit être tolérante et elle doit être éduquée. Karim Akouche, ça me revient, vous pardonnez Abdelaziz Bouteflika quand dit qu'il s'excuse s'il a commis des erreurs? C'est une question piège, là. Pardonner, non, parce qu'il a fait tuer quand même 128 jeunes en 2001. Donc, mais surtout, il ne faut pas oublier, le pardon est christique, c'est très intéressant, il faut toujours pardonner dans la vie. Mais il faut qu'il y ait la justice et la vérité exactement, aussi. La justice, c'est très important. Et vous avez choisi, vous, un livre, Trilogie sale de La Havane, de Pedro Juan Gutiérrez. Pourquoi? Parce que je suis fou des Caraïbes, de Cuba notamment, de ce peuple cubain qui est attachant, généreux, artiste. C'est un peuple d'artistes. Et ce livre-là m'a fasciné parce qu'il dégage toutes sortes d'émotions et de frissons. Il y a le soleil, le sable, le rhum, la salsa, la pauvreté, la misère, la colère, la paix, l'amour, tout ça. Vous y êtes allé à Cuba? Oui, j'ai l'habitude d'y aller parce que je vis à Montréal et c'est juste à côté, à peu près 4 heures de vol. Mais également quand il fait très froid
À Montréal, il fait à La Havane plus de 30. Donc c'est très intéressant. Et pour une autre raison, parce que ce livre-là, c'est un livre qui libère, qui m'a libéré moi. Parce que parfois je lis quelques auteurs qui me constipent un peu. Et ce livre-là, vraiment, c'est un livre libérateur. Et surtout ces moments-là, il y a la censure un peu partout. On n'a pas le droit de dire... ça me dérange, la censure, le puritanisme qui envahit le monde. Merci. Merci beaucoup, Karim Akouche. Et merci à vous, Simone Lafleuriel, Zachry, d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de vous retrouver, bien entendu. Merci à vous d'être fidèle à MO et à dimanche prochain sur TV5 Monde, avec grand plaisir.